Olivier, Bonjour Florinette ça me fait vraiment très et plaisir bonjour les auditeurs bien entendu. oui, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler de tous ces mystères qui nous entourent. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Olivier, tu as écrit des articles dans diverses revues, dont OVNI Science et Histoire. Tu es Mhm. également auteur de plusieurs ouvrages et tu interviens assez régulièrement dans l'émission d'Olivier Sedona, UFO et Conscience, pour nous parler de tous ces phénomènes et découvertes extraordinaires, comme ces secrets bien cachés dans les architectures et paysages que tu vas nous dévoiler. Oui, ben, tout à fait. On entre dans le vif du sujet dès maintenant. Comme tu veux, D'accord. si tu veux rajouter Alors, quelque chose. écoute, allons-y. Donc, c'est un peu différent de mes interventions habituelles, effectivement, sur UFO Conscience ce soir. Chez Olivier de Sédona, je ne parlerai pas directement d'OVNI, même s'il y aura des petites allusions où on pourra retrouver les OVNI à titre complémentaire ou subsidiaire dans ce dont je vais parler. Mais enfin, c'est un sujet différent, hein. Donc, j'ai intitulé ça euh, il y aura deux parties. J'ai intitulé ça Architecture urbaine dérobée et secrets de paysage. Parce qu'il y aura deux parties. Une partie concernant les secrets cachés dans l'architecture des grandes villes de la planète et une partie qui sera consacrée à ce qui est caché dans certains paysages des campagnes de différents pays de la planète aussi. Donc voilà, l'objet de mon intervention de ce soir. J'espère que vous allez apprendre des choses Ah, j'en suis et que ça sûre. changera un petit peu de l'autre mystère, enfin du phénomène ovni. Voilà. Génial. Ah ben j'ai hâte. Vas-y. Alors voilà, allons-y. Donc on le sait aujourd'hui, hein, les trois pyramides de Gizeh, hein, près du Caire, dessinent au sol la projection des trois étoiles du bouclier d'Orion. Tel qu'il était, il y a 12 500 ans, hein. Et le Sphinx reflète, quant à lui, la constellation du Lion, euh, où le Nil renvoie à la Voie lactée. Hein, le Sphinx, la constellation du Lion, le Nil, c'est la Voie lactée. Mais on le sait moins, Washington, Cusco, Turin, Nuremberg, de nombreuses villes de la planète reproduisent également dans leur architecture, au sein de leurs rues et monuments, et même parfois dans leurs plans ou leurs contours, des secrets et des symboles cachés. Certains lieux et certaines formes semblent aussi dégager de mystérieuses propriétés et produire des effets sur la personne. Bon, des vortex d'énergie, hein, essentiellement. C'est ce que nous allons découvrir ici, ce que je vais vous faire partager. Alors, en dehors des villes, la nature et les campagnes recèlent, elles aussi, nombre de secrets bien cachés. Il y aura, et je développerai ça ultérieurement, des panneaux indicateurs préhistoriques gravés sur des rochers, des hauts lieux en forme de pyramide, de gigantesques dessins de constellations ou de zodiaques inscrits dans les paysages et la topographie. Donc, eh bien, allez, hein, en route pour un tour de certains mystères que recèle la face cachée de notre planète. Donc, des mystères qui souvent viennent de très loin, remontent à il y a très très longtemps. Alors, on attaque la première partie, donc les villes, hein. Et pour commencer, villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Signalons en introduction la signification de la direction ouest chez les anciens. Dans les croyances des Romains, l'ouest était le point d'intersection de la lumière et de l'ombre, des dieux et des démons. Cette remarque nous amène à envisager immédiatement le cas de Turin, donc en Italie évidemment. Cette ville, mais aussi Londres et San Francisco, est réputée posséder un vortex d'énergie négative, le Palais Royal, dénommé Cœur Blanc,
diffuserait une énergie blanche positive, générant des sensations d'apaisement, de bien-être et de bonheur, et serait l'une des trois pointes d'un triangle international bénéfique avec deux autres pointes à Lyon et à Prague. Le centre de la Piazza Castello, à l'opposé, constituerait le cœur noir de la cité, dont le coin ouest produirait un tourbillon d'énergie négative, donnant des frissons aux passants, même par temps chaud en été. Or, ce coin ouest, situé autrefois à l'extrémité de la cité, était le lieu où se déroulaient exécutions et funérailles, sans mentionner un ancien cimetière qui se serait trouvé sous la place. J'en profite ici pour glisser un mot de propriété largement méconnue d'éléments d'architecture qu'on trouve dans les vieilles églises. Les églises gothiques, mais surtout les églises romanes, églises de nos villes et de nos campagnes. Je veux parler des chapiteaux, donc les chapiteaux des piliers. Les chapiteaux sculptés, en effet, ont été conçus comme des sortes, alors je mets ça entre guillemets, de portes énergétiques qui favorisent le recueillement, la prière ou la méditation. Beaucoup de chapiteaux montrent des feuilles ou des fleurs alternativement ouvertes ou refermées, si vous voulez en bouton. Cette alternance agit comme une respiration, un inspire-expire, indiquant les stations pour se recueillir lors du parcours ou de la visite de l'église. Donc, fin de ma parenthèse. Faisons maintenant un saut à Nuremberg, en Allemagne. On connaît le rôle de cette ville dans l'histoire du parti nazi avec les congrès et parades militaires qui s'y déroulèrent de 1933 à 1938. Cette ville médiévale était un décor idéal pour célébrer l'empereur du Troisième Reich et la grandeur de l'Allemagne, dont dans l'optique de Hitler et des dirigeants du Troisième Reich, bien entendu. Mais c'est donc Hitler l'utilisa pour incorporer dans l'urbanisation de son paysage, notamment, le dessin de la Sainte-Lance ou Lance de Longin. Longin étant le nom du centurion qui aurait percé le flanc du Christ durant la crucifixion, comme vous le savez. Donc, cet objet sacré, la lance de Longin, qui pour Charlemagne conférait à son possesseur le droit de régner, se serait retrouvé à Nuremberg après de nombreuses péripéties historiques. Avec les joyaux de la couronne, insigne de la monarchie allemande, et Hitler s'en empara pour transformer le plan directeur de la vieille cité. En effet, à partir du Stalag 13, un camp de prisonniers, un champ de parade en forme de lance aux dimensions répondant à une mystérieuse formule fut construit, la pointe dirigée vers la vieille ville et l'allée du forgeron. En rapport avec les ovnis, rappelons également l'extraordinaire bataille céleste survenue au-dessus de Nuremberg au XVIe siècle, bataille durant laquelle le ciel fut rempli d'objets en forme de tonneaux qui éclataient en boules de feu orange, rouge, noir. Voilà. Et tout à la fin, une image fantomatique de la même lance de Longin apparut aux habitants. Maintenant, on va passer à Washington, capitale des USA, comme tout le monde le sait. On sait que George Washington, père fondateur et premier président des États-Unis, ça il y a peut-être moins de gens qui s'en souviennent, 1789-1797, était franc-maçon. Mais on ignore la plupart du temps qu'il contribua lui-même à établir les plans du Capitole, cœur de la capitale, qui allait porter son nom. En 1793, la première pierre de l'édifice a été posée à un moment astrologiquement propice.
Et la cité, volontairement dessinée selon un plan ésotérique. 3 rues formant un grand triangle, Pennsylvania Avenue, en étant l'hypoténuse, dans l'intention de refléter la constellation de la Vierge. Toute la ville est disposée de façon à ce que, chaque année le 3 août, le soleil inonde Pennsylvania Avenue et touche une tour pyramidale érigée sur le pavillon de l'ancienne poste. Autre orientation maçonnique. Depuis la Maison Blanche, au début d'un cycle de Vénus de 8 ans, vers le 6 février, on assiste au lever de l'étoile du matin au-dessus du Capitole. Et le même soir, le président des USA, donc, peut voir le zodiaque tel qu'il apparaissait lors de la consécration du temple de Salomon. On va maintenant passer à Londres et à New York, où on parle toujours de franc-maçonnerie. Donc à Londres et New York, la franc-maçonnerie achemina également par mer 2 obélisques jumeaux. Structure sacrée de l'Égypte antique, l'obélisque, tel un paratonnerre géant, attire la lumière solaire et spirituelle et symbolise l'ère nouvelle. L'obélisque de Londres, surnommé l'aiguille de Cléopâtre, fut érigé le 13 septembre 1878 sur Victoria Embankment, en bord de Tamise, au moment où le soleil dardait à son zénith, et celui de New York fut érigé dans Central Park. Alors, on va se retrouver toujours en Angleterre, mais maintenant dans une autre ville qui est bien connue, une ville médiévale aussi, et plus ancienne, hein. Donc, toujours à propos de l'intervention ésotérique des francs-maçons, dans l'architecture urbaine, la ville de Bath. Alors, la ville de Bath, elle se trouve dans le comté du Somerset, hein, en Grande-Bretagne. Cette vieille cité antérieure aux Romains, qui l'aménagèrent, possède en effet de circus, le cirque, hein, si vous préférez, une incroyable place circulaire bâtie en forme de clé. Donc, elle a été bâtie au XVIIIe siècle par John Wood, qu'on soupçonne fort d'avoir été franc-maçon. John Wood l'Ancien, hein, d'ailleurs, 1704-1754. Hein. Donc, cet architecte incorpora de nombreux symboles maçons, équerres et marteaux, serpents, etc., au-dessus des porches d'entrée des demeures du circus. Il faut savoir qu'il avait étudié en détail les nombreux grands cromlechs ou cercles de terre et de pierre mégalithiques du Somerset, comme Stonehenge et Avebury. Il y a Stanton Rue aussi. Donc, et il connaissait donc la géométrie sacrée des anciens bâtisseurs, prédécesseurs des Celtes. Ce qui est étonnant est qu'il détermina la position et l'emplacement du circus en lien avec les sites circulaires de Stanton Drew et Avebury, notamment. Il semble qu'il avait appliqué les principes de la géométrie cachée de Stanton Drew à son chef-d'œuvre de Bath, le circus, hein, avec peut-être l'aide de néo-druides. C'est du moins une forte intuition de Howard Crowhurst, hein, qui en parle dans son livre de Megalithic Plan, le grand plan mégalithique, on pourrait traduire ça comme ça. C'est un ouvrage remarquable, bon, qu'on trouve sur son site, dont je reparlerai tout à l'heure. Hein. Le seul petit problème, c'est qu'il est intégralement en anglais pour l'instant. Moi, je maîtrise l'anglais, donc je l'ai lu en anglais, mais c'est un peu gênant parce que c'est quand même assez technique. Voilà. C'est pas pour moi. Bon. Ben, je pense qu'il sera traduit un jour parce qu'il est d'une tellement grande richesse et on apprend tellement de choses là-dedans que
Enfin, Ah, c'est j'espère, vraiment j'espère. un ouvrage de référence. J'espère qu'il trouvera le moyen de le traduire ou de le faire traduire. Ah ouais, Ça vaudrait j'espère. vraiment le coup. Mm. Voilà. Bon, alors, oui, donc maintenant, on va quitter Basse, hein, et on va se retrouver à Rome. Hein. À Rome, où, en plein cœur de la place Saint-Pierre, face à la gigantesque basilique, hein, un obélisque vertigineux a été lui aussi mis particulièrement en valeur par un pape et un initié, le fameux Bernin, euh, architecte d'ailleurs le Bernin de la fameuse basilique, hein, papale actuelle. On remarque non loin, donc à l'entrée du musée du Vatican, face à la cour de la Pigna, une pomme de pin de bronze géante. Euh, Alors, cette pomme de pin de bronze géante était jadis placée près du centre d'Isis et son ombre recouvre un sarcophage égyptien ouvert quand le soleil se trouve dans l'axe de la cour de la Pigna. Je signale que cette pomme de pin géante, elle a été récupérée du Circus Maximus romain, hein, où avaient lieu les courses de chars dans l'Antiquité. Donc, les papes l'ont récupérée et après, c'est bien la pomme de pin dont je parle ici. Hein. Elle fait 3 mètres 5 de haut ou un peu moins de 4 mètres. Voilà. Il y a un globe de métal moderne de 4 mètres de diamètre, œuvre du sculpteur italien Arnaldo Pomodoro, qui se trouve juste derrière. Dénommé Mars and the Planetary Collisions, Mars et les collisions interplanétaires, hein, il représente la planète Mars disloquée. Mm. Or, un curieux alignement relie l'ensemble de ces éléments. En effet, l'axe qui joint les armes du Vatican, donc au-dessus de l'entrée, hein, le sarcophage vide égyptien dont j'ai parlé, la pomme de pin géante, la fontaine de Jouvence et la sculpture moderne de Mars passe exactement par l'entrée principale de la basilique Saint-Pierre et va toucher l'endroit présumé où Saint-Pierre fut crucifié. Peut-on voir là un rapport entre l'Église catholique, entre Mars et l'origine de la vie, hein? Je pose la question, point d'interrogation. Donc, et même peut-on voir un lien avec le phénomène OVNI? 3 petits points, je pose aussi la question. Après Rome, tournons-nous maintenant vers Bruxelles et Strasbourg, capitale de l'Union européenne, hein, avec Luxembourg, mais là je ne parle pas de Luxembourg. Donc pour certains initiés, la cathédrale de Strasbourg a la merveilleuse flèche ouvragée qui culmine à 142 mètres, figure le centre alchimique de l'Europe. Flottant presque sur la nappe d'eau de son sous-sol, la cathédrale émet pourtant une onde de vie très positive et bénéfique. Mystère. Bruxelles, quant à elle, aurait une architecture façonnée par les Templiers, en particulier sa grande place. Le chiffre 7 revient régulièrement et sous le palais royal, toute une ville serait cachée. Selon Michel Desailles, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, peut-être ceux qui suivent le type d'émission présentée chez toi, Florinette, et chez Cédonat doivent le connaître. Il est bien connu sur YouTube. Hein. Michel Desailles, donc, Bruxelles, aurait également un lien fort avec Saint-Michel-Archange, sous la protection duquel elle serait placée. Mais transportons-nous maintenant sur d'autres continents. Je reviendrai sur Saint-Michel tout à l'heure, à une autre occasion. Avant de reparler de Saint-Michel et de Michel Desailles d'ailleurs, nous allons changer de continent pour parler de quelques villes d'Asie et d'Amérique du Sud. D'abord la ville de Cusco. Hein, Cusco, capitale du Pérou, de l'ancien Pérou. Alors perché à 3400 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, fut aussi la capitale des Incas. Son nom dériverait du quechua
Cusco, désignant ce qui veut dire nombril. Ce bijou architectural, en partie ceint de lourds blocs polygonaux cyclopéens aux jointures parfaites, présente une étonnante particularité. Pacha Kutek et ses fondateurs, voici 5 siècles, dessinèrent son contour en forme de puma. Hein. Et animal sacré des Incas, le puma en question est en position allongée. Le corps du félin englobait les palais les plus importants, les temples et les bâtiments gouvernementaux. Tandis que la forteresse de Sacsayhuaman, en dehors de la ville, formait la tête du puma en question. Entre ses pattes se trouve toujours aujourd'hui la Plaza de Armas. La confluence entre les 2 rivières qui encadraient la cité sur environ 2 kilomètres constitue la queue du félin. Le cas de Cusco n'est pas unique. Les Incas auraient ainsi modelé plusieurs autres villes de leur empire d'après leurs animaux sacrés, en particulier le condor. Des vérifications effectuées par GPS et modélisation 3D ont permis aux spécialistes et aux archéologues de confirmer ces contours. Des photos en sont en outre accessibles sur Internet. Vous aurez le choix. Si vous avez la curiosité d'aller voir, on trouve facilement. Après Cusco, rendons-nous à Teotihuacan. Teotihuacan, à 50 km de Mexico. On ne sait pratiquement rien des bâtisseurs de cet énorme complexe précolombien, antérieur aux Aztèques. Mais on sait aujourd'hui que le site servait d'observatoire, en vue de la connaissance des phénomènes et mouvements célestes. L'allée des morts, la voie principale, qui reliait entre elles les pyramides dites de la Lune et du Soleil, elle les relie toujours d'ailleurs, elle forme en particulier la projection au sol de la Voie lactée. De plus, en 1971, un ingénieur en sismologie américain, Alfred Schemmler, a montré que le complexe de pyramides et de larges allées, je mets allées entre guillemets, était en réalité un système de surveillance sismique à distance, issu d'une science oubliée. Les tremblements de terre ont toujours été fréquents en Amérique du Sud, et prévoir leur survenue a toujours été une question vitale. Schemmler a remarqué que l'allée des morts, truffée de vestiges de murs rappelant des barrages, des conduites et des canalisations, ressemblait plutôt à un réseau de canaux et de bassins. De plus, elle s'étageait sur un terrain en pente douce, dans l'axe nord-sud des conduites et canalisations. Et elle ressemblait donc plutôt à un réseau de canaux et de bassins. Les secousses sismiques, je reviens sur l'explication technique, en entraînant la formation d'ondes à la surface de l'élément liquide d'un bout à l'autre de la planète, Schemmler a conclu que les bassins du Grand Axe devaient permettre de localiser l'origine des séismes, la direction des séismes et leur amplitude, et ainsi de prévoir leur arrivée dans la zone. Quand on connaît le souci de la prévision qui transparaît par exemple chez les Incas et les Mayas, les fameux bouliers, les calendriers, cette hypothèse semble tout à fait recevable. Pour terminer cette tournée, non exhaustive mais significative, des secrets que recèlent les édifices, les monuments, les plans et les architectures de nombreuses capitales et cités du globe, terminons par l'Asie. Donc, ne serait-ce que par la télévision et les magazines, Angkor Wat constitue une véritable ville-temple. Tout le monde connaît l'immense complexe de temples d'Angkor Wat, au Cambodge. Donc, de la même façon que les 3 pyramides de Gizeh projettent au sol l'image de la constellation
d'Orion telle qu'elle apparaissait dans le ciel nocturne il y a 12 500 ans, le site tentaculaire d'Angkor Wat a été conçu et érigé selon un motif copiant celui d'une constellation, celle du dragon. Ce sont des programmes et des études informatiques qui ont permis de découvrir son plan caché dans le sanctuaire. Envisageons à présent, après ce Deville et des cités, quelques secrets, tracés invisibles, messages ou signes dissimulés dans la nature, dans les paysages ou la topographie de certains lieux de notre belle et antique planète, la Terre. Pour commencer, les fameuses gravures préhistoriques dont je vous ai dit un mot tout à l'heure. Donc, je vous ai laissé entendre que ces gravures étaient des panneaux indicateurs. En voici un peu plus sur la question. Depuis maintenant un demi-siècle, des archéologues et des spécialistes de l'histoire ancienne estiment donc que ces gravures, inscriptions, peintures, et qui figurent sur certaines parois, falaises ou rochers, le long de voies de passage, notamment en Amérique du Nord, en Amérique centrale et au Mexique, étaient des panneaux ou des poteaux indicateurs avant l'heure, donnant aux voyageurs la direction à prendre et la durée du trajet. Comme quoi, hein, on n'invente rien. Oui, on se croit les, les inventeurs de tout ce qui est moderne ou récent, mais bon, c'est faux. De toute façon, les spectateurs ou auditeurs en sont bien convaincus. Donc voilà, je continue. Des auteurs ont aussi relevé des plans sur des peintures rupestres. Par exemple, un plan de temple à Grave Pine Canyon dans le Nevada, signalé par James Churchward. Ah oui, c'était l'auteur de ce qui concerne la Lémurie et pas mal de livres sur des continents antiques enfuis, dont la Lémurie, hein, Churchward. Les cours d'eau comme le Colorado et ses affluents, ainsi que de vieilles pistes indiennes, constituaient des voies de passage fréquentées, le long desquelles ont été retrouvés sur des rochers des vestiges de figures levées et peintes couvertes de signes ou d'inscriptions, dont on pense qu'elles fournissaient des destinations, des itinéraires et le temps nécessaire pour les atteindre, la longueur du trajet. Voilà pour les panneaux indicateurs préhistoriques. Intéressons-nous maintenant à un de nos hauts lieux majeurs en France. Je veux parler du Mont-Saint-Michel. Comme chacun sait, le Mont-Saint-Michel qui est en Bretagne. Euh, D'ailleurs, plutôt que de parler seulement du Mont-Saint-Michel, on devrait parler de l'ensemble formé par le Mont-Saint-Michel et son voisin immédiat, qui est le fameux rocher de Tomblaine. Comme l'a fait remarquer le conférencier érudit Michel de Seye, dont j'ai parlé, le Mont Saint-Michel a en effet la forme en triangle d'une pyramide. Et oui, c'est tout bête, mais c'est une pyramide, le Mont Saint-Michel. Tandis que son voisin, le rocher de Tomblaine, qui présente une partie plane allongée et une extrémité bombée comme un crâne, lui, il ressemble plutôt à un sphinx, à un lion couché. Hein. Et donc, sphinx de Gizeh, pyramide. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. En tout cas, on peut parler de sphinx. C'est quand même curieux. Hein. Euh, étymologiquement, Tomblaine est une appellation celte qui signifie tombe de Bélénos. Hein. Bélénos étant un des principaux dieux gaulois que l'on peut qualifier d'Apollon, hein, voire d'Apollon et d'Hermès gaulois. Mercure pour les Romains. Avec la christianisation des lieux, gardons-nous d'oublier que Saint Michel, premier des archanges et un des protecteurs de la France, a remplacé, donc a pris la place de Bénélos, hein, de Bélénos. Je signale à ce sujet que le religieux fondateur
qui a bâti la première chapelle du mont, venait d'un autre mont, le mont Gargano en Italie, à proximité du village du Padre Pio. Ce mont Gargano était le lieu où Saint Michel est apparu pour la première fois en Europe. Or, il est remarquable de constater que la plupart des hauts lieux dédiés à Saint Michel en Europe et au-delà sont alignés, que ce soit sur l'axe vertical, je vais citer Salisbury en Angleterre, Stonehenge, Saint-Michael Mount, donc au nord, dans un axe au nord, Blois, Paray-le-Monial, Lyon, Rome, plutôt au sud, ou sur l'axe horizontal, Chartres, Clairvaux, etc. En Grande-Bretagne, de 1997 à 1989, Paul Broadhurst et Hamish Miller ont exploré l'alignement Saint-Michel qui s'étend de Land's End en Cornouailles, le point le plus à l'ouest de l'Angleterre, à Upton en East Anglia, qui est le point le plus à l'est. Cette ligne traverse de nombreux anciens sites dédiés à Saint-Michel, et tous ces sites sont cités par Howard Crowhurst dans son fameux livre en anglais The Megalithic Plan, le grand plan mégalithique que j'ai cité. Pour ceux que ça intéresse, je conseille aussi de se reporter donc à la conférence de Michel de Seille, Les entités célestes, c'était son titre, sur YouTube. Et en particulier d'aller écouter aux alentours de 1h38 et 1h44, où les bons passages figurent. Émerveillons-nous en tout cas, on peut vraiment s'émerveiller parce que par quel prodige tous les lieux Saint-Michel ont pu être ainsi interconnectés, eh bien c'est un grand mystère. 3 petits points. On va passer maintenant au nord de la France et on va passer à de grandes cathédrales qui sont toutes dédiées à Notre-Dame, donc la Vierge Marie. Savez-vous que l'ensemble des cathédrales du nord de la France dessine une constellation, et pas n'importe quelle constellation, puisqu'il s'agit de celle de la Vierge, par-dessus le marché. Petit rappel historique. C'est l'ordre des Templiers et son fondateur, Saint Bernard, et qui est à l'origine du financement et de l'érection des cathédrales dédiées à Marie, qui s'appellent toutes Notre-Dame. De plus, l'ordre du Temple, je le rappelle, il est placé sous la protection de la Vierge. Il a toujours été placé dès le départ par Saint Bernard, son fondateur, sous la protection de Marie. Donc, parmi toutes les cathédrales du nord de la France, un grand nombre représentent de façon stylisée la constellation de la Vierge telle qu'elle devait apparaître au moment de la naissance de Jésus. Quelques exemples. Reims correspond à l'étoile Delta, Amiens à l'étoile Zeta, Évreux à Theta, Bayeux à l'étoile Spica, Chartres à Gamma. Pour certains, Notre-Dame de l'Épine, qui est une Notre-Dame construite en race campagne, en dehors de tout, a été érigée à cet endroit pour matérialiser Epsilon afin de parfaire le dessin de la constellation. Parce qu'il manquait, dans les cathédrales que j'ai citées, l'étoile Epsilon, pour que ça reproduise exactement la constellation de la Vierge. Et donc, on aurait bâti la fameuse basilique de l'Épine pour parfaire le dessin. Ma source, c'est L'architecture invisible, un livre de Georges Pratt, aux éditions Arcanavox. Un livre que je recommande aussi, si vous avez l'occasion de l'acheter, l'acheter en occasion ou neuf, s'il est toujours disponible, ça je n'en sais rien.
pour les gens qui s'intéressent à la géobiologie, à la géométrie sacrée et à ces questions. C'est une mine d'informations toujours. Donc, voilà, on va maintenant encore changer de secteur. On va passer à un immense zodiaque inscrit dans le paysage du sud de l'Angleterre, qu'on a dénommé ou qu'on a surnommé le Temple des Étoiles. Donc, il a été découvert en 1929 dans le Somerset, toujours le Somerset, hein, où il y a les sites mégalithiques, Stonehenge et tout, les plus célèbres et les plus importants. Il a été donc découvert par Catherine Maltwood, une femme sculpteur. Dans un livre intitulé Le Temple des Étoiles de Glastonbury, elle annonça avoir découvert un ensemble cohérent de gigantesques dessins tracés dans un cercle de 16 km de diamètre au sud de Glastonbury, représentant les 12 signes du zodiaque. Les contours des figures étaient formés par le profil naturel de cours d'eau, de collines, de fossés, d'ouvrages de terre, ainsi que de routes, de chemins et de canaux. Selon l'auteur, les hommes de jadis avaient réalisé une sorte de synthèse astrologique géante, en partie symbolique, aussi ancienne que les éléments naturels, les rivières et les collines utilisés pour le représenter. Catherine Maltwood remarqua également que cet ensemble de figures pouvait être relié aux légendes du roi Arthur et à l'histoire du Graal. En se fondant sur diverses associations de noms, de lieux et des récits folkloriques. Selon elle, par exemple, le Sagittaire renvoie au roi Arthur, la Vierge à Guenièvre, sa femme, le Capricorne à Merlin l'Enchanteur, le Lion à Lancelot du Lac, et le Verseau, où se trouve Glastonbury, est figuré par un phénix, donc symbole de renaissance et de monde nouveau comme chacun le sait. Une autre Anglaise, Mary Cain, femme peintre et membre d'un ordre druidique, a filmé ce zodiaque dans les années 30. Donc, l'a filmé d'avion. À cette époque-là, les drones n'existaient pas. Elle a inventorié de son côté, dans le dessin des Gémeaux, à Dundon Hill Camp, entre Glastonbury et Somerton, un visage messianique reconnaissable. Ce n'est pas tout concernant Mary Cain, toujours elle. Elle a aussi mis à jour dans le Surrey, autour de Kingston-on-Thames, un zodiaque du même type que celui de Glastonbury. Voilà. Donc, on va maintenant, on est proche de la conclusion. Hein. Pour conclure notre petit tour en beauté, ou disons du moins de façon élégante, hein, je vais vous citer une étonnante remarque de Howard Crowhurst, l'explorateur des ensembles mégalithiques de Bretagne et Grande-Bretagne déjà cités, que j'ai trouvé dans son livre, que j'ai déjà cité, The Megalithic Club, hein, page 309. Il nous fait observer judicieusement, il est également surprenant que la forme de la Bretagne ressemble à une tête de dragon crachant du feu. Eh bien, c'est tout à fait juste. Je n'avais jamais fait le lien, ça ne m'avait pas frappé. Mais effectivement, prenez une carte de France et focalisez-vous sur la Bretagne et sa pointe. C'est gueule de dragon crachant du feu. Or, loin de se limiter à un simple constat visuel, hein, sa remarque n'est pas gratuite. Hein. Elle a été précédée dans le livre, chapitre par chapitre, par la démonstration que les principaux sites mégalithiques des deux Bretagnes, la petite française, la nôtre, et la grande, hein, sont positionnés de façon précise et liés entre eux, de façon à dessiner des lignes. Par ligne, il faudrait plutôt dire des alignements et des grilles en rapport avec des zones de faille, des zones de fragilité terrestre
et de vulnérabilité tellurique. Ces zones fragiles sont propices aux tremblements de terre et aux raz-de-marée, propices aux inondations induites par la proximité de la mer ou propices aux inondations dues à la proximité de la mer. Toutes ces zones sont symbolisées par les dragons. Les dragons, les vivres ou les serpents dans les légendes, les traditions, les gravures antiques et les sculptures des vieilles églises romanes et gothiques. Dragon égale point de vulnérabilité, point sensible terrestre, danger. Et notons que les régions de France où les complexes de mégalithes sont les plus nombreux sont justement la Bretagne d'une part, donc Bretagne avec le risque maritime, les tempêtes, les supermarées, les tsunamis et j'en passe. Et la deuxième région, c'est le Massif central. Alors là, risque lié au feu, les volcans, les éruptions, voilà. Bref, les alignements et les complexes mégalithiques positionnés aux beaux endroits, des sols et qui reçoivent les énergies du ciel étoilé aux bonnes dates, par bonnes dates, par exemple les solstices, les équinoxes, les grandes fêtes du calendrier. Hein, donc, ces endroits pourraient, à l'image des aiguilles d'acupuncture pour le corps humain, constituer des dispositifs de protection des populations contre certains débordements naturels, des boucliers anti-catastrophes en quelque sorte, et pas seulement des observatoires astronomiques et des sanctuaires religieux. Un exemple avec lequel je termine mon exposé, toujours tiré des travaux de Howard Crowhurst, hein, la troménie de Locronan. Il en a d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent suivre toute la conférence de 2 heures qu'il a donnée là-dessus. Je crois que c'est sur Nurea TV, hein, la troménie de Locronan, où il donne le détail. Je vais en parler un petit peu pour terminer. Donc, il s'agit d'une troménie, hein, c'est une procession traditionnelle qui a lieu, alors celle-ci a lieu à Locronan tous les 6 ans, et elle est particulièrement intéressante pour moi dans le cadre de mon exposé actuel, consacré au dessin, aux figures ou aux tracés dissimulés dans le paysage des villes et des campagnes, pour une série de raisons. D'abord, elle me permet de faire le lien avec le zodiaque des étoiles dont je viens de parler, hein, du zodiaque du Somerset. En effet, elle est en rapport avec un autre zodiaque. Donc, je parle de la troménie. Hein. Elle est en rapport avec un autre zodiaque sous le signe du chiffre 12. Elle suit un parcours de 12 km, son parcours au sol est de 12 km et il comporte 12 stations. Chacune de ces stations étant dédiée à un saint en guise de signe astrologique. Par exemple, la 4e station, qui est celle de Sainte-Anne de la Palude, correspond à la Vierge. La station 5 correspond à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. La station 5 de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle correspond au Lion. La station 7, les Gémeaux, correspond à Saint-Jean l'évangéliste. La station 9, Saint-Ouen, au Taureau, etc. Donc, reportez-vous éventuellement à la conférence de Howard Crowhurst. Secondo, hein, donc la troménie en question, ou plus exactement son parcours au sol. Donc, cela dessine au sol un parcours formé d'un grand carré, la Terre, et d'un vaste cercle, le ciel. De façon étonnante, ce parcours dont le sens est orienté est-ouest, soit des énergies montantes vers les énergies descendantes, se superpose exactement au zodiaque du plafond du temple de Dendera, qui est le long du Nil en Égypte. Hein. Le temple de Dendera est possède le plus ancien zodiaque égyptien connu, hein, et même plus ancien zodiaque
le terme m'échappe, de l'Antiquité connue, hein, peut-être. En tout cas, le plus ancien zodiaque égyptien connu, plus exactement. L'Antiquité, j'irai pas jusque-là, ça doit être faux. Donc, je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc, la troménie de l'Ocronan est une révélation. Euh, Ce lien entre les deux zodiaques valide certainement le transfert à l'emplacement parfaitement positionné de l'Ocronan de l'ancienne science de maîtrise des énergies du ciel et de la terre, hein, qui est science qui est venue d'Égypte. Une savante combinaison de nombres, de mesures, d'angles exacts en rapport avec les points cardinaux et en fin de compte des figures géométriques et la géométrie. Tout ça en vue d'apprivoiser le ou les dragons endormis sous terre, endormis sous la terre et la mer. Donc ce sera mon mot de la fin. Eh ben, Voilà, j'ai terminé. merci beaucoup, Olivier, c'était fascinant. C'est incroyable, en fin de compte, toutes ces analyses que tu nous as fait voyager dans l'univers captivant de toutes ces mystérieuses architectures. Et c'est fou parce qu'on sent que derrière tout ce que tu as pu nous dire, il y a un message. Il y a un message qui a été laissé par les anciens et qui nous dit, bah, regardez, quoi, en fin de compte, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder tout autour de nous, puisque tout est là. Et puis, bon, même si ce sont des symboles cachés, mais en fin de compte, c'est quand même une piste. Pour moi, c'est à suivre. Et grâce à toi, à toutes ces informations, ben, ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Et je te remercie beaucoup pour ce partage. Bah, écoute, Florinette, c'est moi qui te remercie beaucoup. Tu as bien développé, dit l'essentiel, hein, être à l'écoute, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, et puis essayer de faire fonctionner son petit cerveau, sa petite intelligence. Bien que l'être humain ne se ramène pas à une pure et dure intelligence comme notre époque voudrait le faire croire, en oubliant tout le reste qui nous constitue, toutes nos autres dimensions émotionnelles, nos sensations, etc. Ben non, c'est pas parce que quelqu'un est intelligent et le plus intelligent des êtres que il a uniquement de la valeur, hein. On peut n'avoir aucune intelligence et avoir de la valeur en tant qu'être vivant, tout simplement, en tant qu'être humain. Tout Donc à voilà, fait. mais je voulais surtout pour revenir à nos moutons et à ce que tu as dit, en plus aujourd'hui, on a la chance d'être aidé sur le chemin, sur ce chemin de découverte de tous ces messages cachés, hein, dans l'architecture des villes, dans les paysages des campagnes, dans les étoiles, dans nos vies, dans les signes qui apparaissent au jour le jour dans nos vies, dans les coïncidences, dans toutes ces choses. On a la chance d'être aidé par YouTube, par des sites comme le tien, par Internet. Internet a de mauvais côtés, mais il a d'excellents côtés. Donc, on n'a jamais eu autant de facilité d'accès à des tas de connaissances. Eh Mm. bien, profitons-en. Oh oui, Et donc, voilà, elle sert à ça, cette technologie. C'est elle sert à vraiment, ça. voilà, elle sert à ça. Il faut l'utiliser comme ça. C'est Ben, ça. merci en tout cas, Olivier. Et Merci, puis, Florinette. et puis à très bientôt. Merci à tous Et de nous avoir suivis. au Et revoir à tous. au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.